Bonjour à tous et soyez les bienvenus à bord de cette locomotive BB 75400 au dépôt du Bourget. Après avoir réalisé la PC, préparation courante de notre locomotive, il est maintenant l'heure de sortie. Le TIP, tableau indicateur de provenance, est allumé et indique 11, le numéro de notre voie. Nous pouvons donc nous avancer vers le signal de sortie. La vitesse dans le dépôt est limitée à 15 km/h et les déplacements se font avec la plus grande prudence. Arrêt et immobilisation au pied du carré violet 172. Nous descendons au téléphone de voie pour nous annoncer au poste 1 du Bourget. Poste 1, bonjour. Au carré 172 en sortie de dépôt, je dois assurer le train numéro 72 232 avec une locomotive BB 75 400. Bonjour à toi, conducteur du 72 232. Ton train se trouve sur la voie 28 au poste B. Je vais te faire évoluer à dégager le signal CV 171 sous le pont, changement de bout et retour au poste B pour mise en tête. Très bien. À l'ouverture, je dégage le CV 171 et retour au poste B. Merci et bonne journée. Terminé. Nous avons reçu les informations concernant l'emplacement de notre train et l'itinéraire à emprunter. Nous patientons maintenant jusqu'à l'ouverture du signal. Le carré violet de sortie s'ouvre au feu blanc. Un seul feu est allumé à l'indicateur de direction. Nous sommes dirigés vers Bobigny. Nous circulons à présent en marche à vue. En bas à droite, le carré violet de type bas que nous devons dégager. Nous allons maintenant changer de cabine pour repartir dans l'autre sens. Le carré violet est ouvert au feu blanc, il nous autorise à nous mettre en marche. Essai en marche de la veille automatique. Après relâchement de l'appui, émission du son attendu, tout est conforme. À gauche, le poste 1 du Bourget qui nous a pris en charge depuis notre sortie du dépôt.
Si notre locomotive avait été garée sur une de ces voies du dépôt, nous aurions pu sortir directement en direction de notre train. Mais elles sont aujourd'hui bien chargées, ce qui nous a obligés à sortir côté poste 1. Ce signal C625 nous présente un feu rouge fixe. Nous devons l'identifier pour savoir s'il s'agit d'un signal carré dont un feu serait éteint ou un sémaphore. L'œilleton est allumé et il n'y a pas de plaque de cantonnement. C'est un sémaphore de BAL, bloc automatique lumineux. Nous pouvons le franchir de nous-mêmes en respectant la marche en manœuvre puisque le tableau G nous est présenté. Ce signal nous indique que nous sommes reçus au faisceau formation sur une voie occupée par notre rame. Cela correspond parfaitement à la situation que nous attendions. À droite, le poste B du Bourget qui s'occupe désormais de notre circulation. Nous nous arrêtons une dizaine de mètres avant notre train et nous attendons l'ordre de l'opérateur au sol pour effectuer la mise en tête. Après retrait des cales et vérification de l'immobilisation de la rame, nous sommes autorisés à l'accostage et la compression des tampons pour faciliter l'attelage. Après avoir effectué l'attelage, l'agent au sol nous remet le bulletin de freinage puis nous annonce l'essai de frein à effectuer. Il s'agit d'un essai de frein complet. Vérification de l'attelage, du numéro du premier wagon, des régimes de freinage et du dispositif vide chargé. L'essai de frein complet consiste à vérifier le serrage et le desserrage de tous les wagons, ainsi que la continuité de la conduite générale. 7h45, tout est en ordre. Nous sommes prêts au départ avec cette rame de 1717 tonnes de blé pour une longueur totale de 329 mètres. Toutes les conditions sont réunies pour annoncer au poste B que nous sommes prêts à partir. Poste B, bonjour, ici le conducteur du train numéro 72 232 sur la voie 28. Je suis prêt à accéder au réseau. Bonjour conducteur, tu es prêt à accéder au réseau? Bien reçu, je t'annonce au régulateur et je reviens vers toi. Poste B pour le conducteur du train 72 232. Tu as l'autorisation de mouvement depuis la voie 28. Bonne route à toi. Autorisation de mouvement pour le train numéro 72 232 sur la voie 28. Bien reçu, merci. Bonne journée. En bout de ce faisceau, le signal est ouvert. Nous avons reçu l'autorisation de mouvement du poste B et il est l'heure. Nous pouvons nous mettre en marche.
Passage des premiers crans de traction pour décoller la rame, puis essai en marche de la veille automatique et enfin essai de roulage. L'essai de roulage consiste à couper la traction à très basse vitesse une fois que tout le train s'est mis en mouvement pour s'assurer qu'il n'y a pas de résistance à l'avancement. Cela permettrait de détecter un frein serré ou par exemple une cale oubliée sous un wagon. Feu vert sur le signal C408. Après son franchissement, nous circulerons en marche normale, sans dépasser 30 km/h sur les aiguillages de sortie du faisceau, comme l'indique ce TIV30. À droite, des rames de la ligne B du RER en stationnement pour le week-end. Un seul feu d'allumé à l'indicateur de direction au-dessus de ce signal à voie libre. Nous sommes dirigés vers la première direction géographique à partir de la gauche, celle de Bobigny. Si 2 feux avaient été allumés, nous aurions été dirigés vers Paris-Nord. À droite, au kilomètre 9,4, la gare du Bourget. Je ne vous ai pas parlé de notre trajet du jour. Il s'agit d'un train reliant le Bourget à Somain. L'itinéraire via Mitry et Ormois-Villers étant fermé pour travaux, nous passerons via Creil. Cela nécessite un passage via Bobigny et un tête-à-queue de la locomotive.
Après cette pancarte nous imposant de changer de canal radio, le signal C107 nous présente l'avertissement et le tableau G. Nous sommes bien dirigés vers les garages de Bobigny pour effectuer notre tête à queue. Imposés par le tableau G, nous circulons en marche en manœuvre tout en respectant la vitesse de 10 km/h sur le faisceau de Bobigny. Inscrite au document technique de la ligne, elle est rappelée sur le terrain par cette signalisation. Encadrées par deux locomotives BB 69400, voici les deux voitures de mesure, Lucie et Vulcain. La première à l'image, Vulcain, son acronyme signifiant « Véhicule universel de laboratoire capable d'absorber une intensité nominale ». La seconde, Lucie, pour Laboratoire universel de contrôle des installations électriques. Toutes deux sont en charge du contrôle du bon fonctionnement des installations caténaires ainsi que du retour de courant de traction électrique, essentiel pour la protection du personnel.
Arrêt à l'extrémité de ce faisceau de voies convergentes. La locomotive est ensuite coupée du train pour effectuer le tête-à-queue. Bobigny poste 2 pour le conducteur du train 72 232 sur la voie 16. Le signal 207 est présumé ouvert pour toi. Tu as l'autorisation de mouvement en direction de l'impasse. Bien reçu Bobigny. Autorisation de mouvement depuis la voie 16 pour le train 72 232. C'est donc avec notre seule locomotive que nous partons en direction de l'impasse. La limitation à 10 km/h n'est pas imposée lorsque l'on quitte les garages. Nous nous arrêtons au dégagement de ce signal à droite. Face à nous, les voies de la Grande Ceinture. À droite vers Noisy et à gauche vers Villemomble, puis au-delà vers Valenton. Après ce nouveau changement de cabine, nous repartons vers le nord en direction du postin de Bobigny. Sur le pont, les voies de la ligne 1 du tramway reliant Asnières à Noisy-le-Sec. Passage par la voie R, dite voie de relation, le long de notre rame. Circulant sur feu blanc, nous sommes en marche à vue, c'est-à-dire que nous nous avançons avec prudence en se tenant prêts à nous arrêter avant un signal d'arrêt, une queue de train ou un obstacle sans dépasser la vitesse de 30 km/h.
Arrêt au carré 106 commandé par le postin de Bobigny, puis ouverture au feu blanc. Le signal étant équipé d'un crocodile pour la répétition des signaux, ce feu blanc répète en cabine de conduite. Il nécessite un geste d'acquittement de la part du conducteur. Tableau mobile impasse. Il nous indique que nous sommes dirigés vers une voie en heurtoir. Vous l'aurez compris, nous allons nous arrêter de nous-mêmes, une fois le signal à droite dégagé. Et c'est parti pour la dernière étape de ce tête-à-queue, nous retournons vers notre rame.
Après avoir vérifié l'immobilisation de la rame, l'agent au sol nous donne l'ordre d'accoster puis d'appuyer afin de réaliser l'attelage. Moins de 2 heures s'étant écoulées depuis le dételage de notre locomotive, nous sommes autorisés à n'effectuer qu'un seul essai de raccordement. Cet essai de frein consiste à vérifier le serrage et le desserrage du premier wagon. Ayant été concluant, et toutes les autres tâches de sécurité étant accomplies, nous sommes autorisés à évoluer en tête du faisceau en vue de notre départ. Bobigny Postin, bonjour. Ici le conducteur du train numéro 72 232 sur la voie 16. Je suis prêt à accéder au réseau. Bien reçu, conducteur. Je t'annonce au régulateur et je te rappelle pour le départ. Bobigny Postin pour le conducteur du train 72 232 sur la voie 16. Le signal est présumé ouvert pour toi en tu as l'autorisation de mouvement. Bien reçu. Autorisation de mouvement pour le train numéro 72 232 sur la voie 16. Bonne journée. C'est donc à l'heure exacte, après accord du régulateur, que nous sommes autorisés à partir en ligne vers le nord.
Sous ce signal à voie libre, un tableau avec l'inscription Argenteuil est allumé. Il nous indique que nous sommes bien dirigés sur la Grande Ceinture. Il aurait également pu nous indiquer le Bourget, si cela avait été notre destination. C'est en rejoignant la voie 2GC que nous croisons cette locomotive BB 75100 en tête d'une rame vide de céréales en provenance de Tergnier. Limité à 30 jusqu'au dégagement des appareils de voie, nous pourrons ensuite monter à 80 km/h, la vitesse limite pour les trains de notre catégorie MA100. À droite, les rames Citadis Dualis d'Alstom affectées à la ligne T11 Express, que nous allons suivre sur quelques kilomètres. Le profil en sortie de Bobigny est difficile car nous devons passer sur ce pont au-dessus de la ligne B du RER. Immédiatement après, il devient plus favorable et nous permet de prendre rapidement de la vitesse. Ce tram approche de son terminus, la gare du Bourget Grande Ceinture, après une course de 11 km, effectuée en 15 minutes depuis Épinay-sur-Seine. Juste après le passage sous l'autoroute A1, nous apercevons sur la gauche les vestiges du raccordement du Bas-Martineau. Fermé en 2016, il permettait de rentrer et sortir du triage du Bourget vers le nord sur la Grande Ceinture, en évitant le tête-à-queue à Bobigny comme aujourd'hui.
kilomètre 53,6, station de Duny, La Courneuve. Ce signal en approche nous présente l'avertissement. Nous effectuons un freinage pour être en mesure de nous arrêter avant le signal annoncé fermé. À notre droite, la station de Stains-la-Cerizay, située au kilomètre 52. Ce TIV mobile 60 est important car il nous indique une direction. En position de fermeture, comme ici, il nous donne la direction de Creil. S'il avait été ouvert, nous aurions continué sur la grande ceinture vers Argenteuil. Situés en rampe, nous approchons à très faible vitesse en espérant que le signal s'ouvre sans avoir besoin de s'arrêter. Et c'est chose faite, le carré 82 s'ouvre à l'avertissement. En dessous, le TIV de rappel nous donne bien la direction de Creil et nous impose de ne pas dépasser la vitesse de 60 km/h au franchissement de l'aiguillage repéré par un chevron pointe en bas.
À gauche, les voies de la Grande Ceinture vers Argenteuil et Sartrouville. Pancarte, sectionnement à 300 mètres, qui ne concerne que les circulations électriques. En dessous, le TIV à distance 60, implanté pour ne pas dépasser la vitesse de 60 km/h, en sortie de la bifurcation de Pierrefitte-Saint. Le signal protégeant la sortie de la bifurcation est maintenant ouvert au rappel de ralentissement 60. Nous rejoignons les voies du réseau de Paris-Nord. Cette sortie de la Grande Ceinture est une situation plutôt complexe à gérer, tant au point de vue conducteur, avec des signaux peu visibles et la présence d'un sectionnement, mais également au point de vue de la régulation. Gérée par le poste 1GL de Paris-Nord, l'insertion sur la voie 1, ou M, nécessite le cisaillement de la voie 2, qui voit passer les TGV en provenance de la ligne à grande vitesse nord, ainsi que tous les TER Hauts-de-France. Implantée au sol, une zone de LTV, limitation temporaire de vitesse, à 100 km/h. Elle limite la vitesse pour tous les trains sur la zone d'aiguillage en approche. Au dégagement des appareils de voie, nous ne serons plus limités par le rappel de ralentissement 60. Nous pouvons reprendre la vitesse à 100 km/h, qui est la vitesse limite pour notre train sur la voie M. Peu avant Sarcelles, nous quittons le département de la Seine-Saint-Denis pour entrer dans le Val d'Oise. À gauche, de type bas, le tableau blanc de reprise qui marque la fin de la zone de limitation temporaire de vitesse. Kilomètre 11,9, gare de Garches-Sarcelles.
Sur ce signal à voie libre, nous observons un TIDD, tableau indicateur de direction à distance à gauche. Il nous indique la direction de Creil. S'il était dirigé à droite, nous aurions été dirigés sur la LGV Nord. Croisement avec un train de la ligne D du RER sur une mission repos entre Ory-la-Ville et Corbeil-Essonnes. Rappel de la direction à gauche et vert clignotant sur ce signal. Autrefois limité à 200 km/h pour les TGV en direction de la ligne à grande vitesse, la ligne est désormais limitée à 160 pour limiter les nuisances sonores. À droite, le TGV 7014 sort à l'instant de la ligne à grande vitesse. Parti de Lille à 8h12, il n'est plus qu'à 10 minutes de Paris-Nord, son terminus. Kilomètre 14,8 gare de Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville. Alors que nous étions en pleine accélération, coupure de la traction à la vue de cet avertissement présenté sur le prochain signal. Un seul feu à l'indicateur de direction confirme une dernière fois la direction de Creil.
Ce tableau P, pour préannonce, marque la fin de la section de ligne initialement limitée à 200 km/h à l'ouverture de la ligne TGV. Arrêt au signal carré 1075 fermé. Coincé sur notre voie M, de part et d'autre de la bifurcation TGV de Gonesse, il n'est pas rare pour les trains de marchandises d'attendre de longues minutes à ce signal. Le train qui doit nous dépasser est le 848 517. Il s'agit d'un TER Paris-Amiens Omnibus qui part à l'instant de Paris-Nord. Passage de deux rames TER2N pendant notre attente, la première en provenance de Compiègne et la seconde en provenance de Saint-Quentin. Elles ont toutes deux pour destination la gare de Paris-Nord. De l'autre côté du talus, à gauche sur la voie 1, vient de passer le train qui était prioritaire sur notre circulation. Notre signal s'ouvre tout d'abord au sémaphore, puis le bloc automatique joue ensuite son rôle au fur et à mesure de la progression du train. Décoller ce train ne sera pas chose aisée compte tenu de plusieurs paramètres. Nous sommes en rampe de 5 pour 1000, le train est lourd et le rail est humide. Il existe une procédure appelée démarrage en rampe qui permet de se sortir de cette situation. Le train, étant immobilisé, appuie sur le bouton poussoir grand débit. Au bout de 30 secondes, passage progressif en traction pour décoller chaque wagon un par un jusqu'aux limites d'adhérence. On peut apercevoir de légers mouvements qui correspondent au desserrage progressif de chaque wagon. Le plus dur est fait, toute la rame est maintenant décollée.
Les engins BB 75400 sont dotés de moteurs MTU de 2400 kW, soit l'équivalent de 3200 chevaux. La consommation du moteur de notre locomotive, à plein régime comme à cet instant, atteint les 4 litres au kilomètre. Assuré habituellement en BB 27000, il est exceptionnel qu'une locomotive diesel soit en charge de ce train. En effet, des incidents électriques au triage de Somain la veille ont nécessité un recours de dernière minute à notre engin pour effectuer le train aller entre Somain et le Bourget. L'indisponibilité d'une autre locomotive électrique au départ du Bourget aujourd'hui a eu pour conséquence d'effectuer également ce train retour vers Somain en diesel sous caténaire. Ce n'est certes pas l'idéal, mais ne vaut-il pas mieux un train assuré en diesel plutôt que pas de train du tout? Kilomètre 19,5, gare de Goussainville. Nous circulons sur les voies directes qui ne sont pas munies de quais pour la desserte voyageurs. Seules les voies dites locales sont utilisées par le RERD pour les arrêts commerciaux. En parlant de RERD, voici une nouvelle mission repos entre Ory et Corbeil. La gare de Villiers-le-Bel que nous avons franchie marquait la fin de la zone de restriction à l'usage du sifflet. Nous reprenons donc les règles habituelles en sifflant en queue des trains croiseurs. Kilomètre 21 desservant un quartier de la commune de Goussainville, voici la gare d'Énoux. Communément surnommée la Francilienne, nous passons au-dessus de la N104.
kilomètre 23,5, gare de Louvre. Toujours en rampe de 5 pour 1000 depuis notre arrêt à l'entrée de la LGV. Et malgré la pleine puissance demandée à notre locomotive, nous atteignions difficilement les 70 km/h. Ce signal, annulé par une croix de Saint-André, marque le début de la zone de travaux relatif au projet Roissy-Picardie. À l'horizon 2026, un nouveau raccordement doit voir le jour entre la gare TGV de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et la gare de Survilliers. Ces travaux permettront de nouvelles liaisons du quotidien, assurées en rame Régio 2N depuis Amiens et Compiègne, en direction de Roissy. Plusieurs dessertes TGV sont également prévues au départ d'Amiens vers Strasbourg et Marseille. Se dessine ici la plateforme de la nouvelle ligne. Le raccordement sur notre voie 1 se fera au moyen d'un saut de mouton pour éviter tout cisaillement de la voie 2 à droite. Les installations électriques du sectionnement de Marly-la-Ville seront avancées d'1 kilomètre pour permettre le raccordement. Voie 2, passage du train 847 112 en provenance de Laon, loin de son itinéraire habituel. Des travaux sur l'axe Mitry-Crépy l'obligent à un passage via Creil après rebroussement en gare d'Ormois-Villers. Ce sectionnement, qui ne nous concerne pas en traction thermique, marque le sommet de la rampe de 5 pour 1000 initiée à la sortie de Paris. Situé à une altitude de 121 mètres, nous allons maintenant pouvoir rouler sur l'air jusqu'à Creil. Dans une pente quasi constante de 5 pour 1000, nous allons perdre 90 mètres d'altitude sur les 20 prochains kilomètres. De la traction et entrée en gare de Survilliers-Fosse au kilomètre 29,6. De nouvelles voies à quai sont en cours de création en vue de la nouvelle liaison vers Roissy.
Alors que notre voie 1 se retrouve isolée le temps d'un saut de mouton, nous entrons dans le département de l'Oise. Le saut de mouton de Survilliers va maintenant bousculer la répartition des voies. Les deux voies directes encadrent désormais les deux voies lentes utilisées par le RER D. Kilomètre 33,2, gare de la Borne Blanche. Kilomètre 35,1, nous entrons à présent en gare d'Ory-la-Ville, Coix-la-Forêt. Terminus majeur du RER D au nord, la plateforme passe désormais à 3 voies. Les voies 1 et 2 extérieures encadrent une voie médiane, la voie M, utilisée principalement par les rares RER prolongés à Creil. Cette unité multiple de 2 éléments Régio 2N assure un train TER Amiens-Paris-Nord. Kilomètre 37,3, passage sur le viaduc de Comelles. Long de 396 mètres, il enjambe la vallée de la Tève et les étangs de Comelles. Initialement construit à 2 voies en 1859, il a été remplacé en 1984 pour un ouvrage plus large, en béton pour l'installation d'une 3e voie. Ses dimensions actuelles permettraient d'ailleurs d'en accueillir une 4e en cas de besoin.
Passage sous le pont des Lions. Il assure la continuité d'une piste rectiligne de 4 km utilisée pour l'entraînement de chevaux de course. Surnommée Piste des Lions, elle a pour point de départ le château de Chantilly et se situe dans le parfait prolongement de son parc. Alors que nous entrons dans la ville de Chantilly, se trouvait, sur notre droite, entre 1900 et 1954, la gare des courses de Chantilly, utilisée lors d'événements sur l'hippodrome tout proche. Avec 12 voies à quai, elle permettait de transporter les Parisiens vers le champ de course et de les ramener le soir avec un départ toutes les 2 minutes, soit l'équivalent de 50 trains pour plus de 25 000 voyageurs. Kilomètre 40,9, gare de Chantilly-Gouvieux. Nous empruntons maintenant le viaduc de la Canardière. Avec ses 36 arches, du haut de ses 23 mètres, il offre une magnifique vue sur la vallée de la Nonette ainsi que sur une multitude de jardins familiaux entourant une ferme aquaponique et pédagogique. Au point de convergence entre la voie M et la voie 2 se détachait autrefois une ligne de 35 km vers Senlis et Crépy en Valois. Fermée dans les années 50 au trafic voyageur, elle se gardait une activité fret sur le tronçon Senlis, Ormois-Villers jusqu'en 90. Nous entrons à présent sur la commune de Saint-Maximin. Connue pour ses pierres, la fameuse pierre de Saint-Maximin, elle fut notamment très utilisée dans la construction de Paris et dans l'édification de nombreux ouvrages d'art, comme le viaduc de Chantilly que nous venons de franchir. Nous traversons actuellement une des plus grandes carrières encore en activité. Après le passage de ce TIV mobile ouvert, nous traversons l'ancienne gare de Saint-Maximin Marchandises. Ouverte en 1860 lors de la construction de la ligne, elle a permis au rail de s'imposer sur le transport fluvial pour l'acheminement des produits de carrière.
Si le TIV mobile avait été fermé, le TIV de rappel, implanté sous ce signal à voie libre, nous aurait donné la direction de la voie CM. Elle est principalement utilisée par les trains qui ont pour terminus la gare de Creil. En empruntant le pont de la Versine, nous franchissons maintenant l'Oise, que nous ne quitterons plus jusqu'à Compiègne. Sur notre gauche, les installations fret du petit terrain. Pour les besoins de l'usine ArcelorMittal implantée sur le site, elle demeure encore principalement active pour la livraison de lourds trains d'acier en provenance de Dunkerque et pour quelques dessertes régionales en lien avec la sidérurgie. Franchissement du signal C47 au jaune clignotant. Freinage pour être en mesure de s'arrêter au signal annoncé fermé, implanté à distance réduite de l'avertissement. Nous rejoignons à gauche les voies de la ligne transversale en provenance de Pontoise via Persan-Beaumont. Cette séquence de ralentissement est due au train TER Paris-Amiens effectuant sa desserte de la gare de Creil. Celui-là même que nous avions attendu 15 minutes à l'entrée de la LGV et qui nous laisse maintenant la voie libre. TIDD à droite, c'est la signalisation que nous attendions pour partir en direction de Compiègne. TIV à distance 110 de forme losange et TIV 120 de type B précédant la gare de Creil. Tout à gauche, les deux voies en provenance de Beauvais. Kilomètre 50,2, gare de Creil. En bout de quai, l'indicateur de direction nous présente deux feux. Il confirme que nous prenons la direction de Compiègne. Avec un seul feu, nous aurions été dirigés vers Amiens. S'élevant au cœur de cette jonction, l'ancien poste 5 de Creil.
La mise en service de la CCR, commande centralisée du réseau, en 2019, voit maintenant l'ensemble des installations de l'étoile de Creil, commandées depuis Saint-Denis. Constituant une seconde route pour rejoindre le nord de la France et la Belgique, nous circulons dorénavant sur la ligne dite de Creil à Gemont, ouverte par étapes entre 1847 et 1855. Kilomètre 52,9, gare de Villers-Saint-Paul. Kilomètre 54,2, nous voyons les anciens quais de la gare des Prés-Roseaux. Ouverte au début des années 50 grâce au financement de l'usine Francolor, elle était utilisée par son personnel jusqu'à la fin des années 90. Passage de la gare de Rieux-en-Gicourt, au kilomètre 55,7. Les anciens quais en amont ont été déplacés au-delà du passage à niveau en 2008 suite à des travaux de voirie.
beaucoup de surprises concernant le profil lorsque l'on circule à côté d'une rivière. En suivant le tracé de l'Oise, notre altitude ne s'élèvera seulement que de 6 mètres entre Creil et Compiègne. Kilomètre 62, gare de Pont-Sainte-Maxence. Pancarte sectionnement à 500 mètres. La pancarte située en dessous impose au train automoteur de baisser le pantographe, en plus de la simple ouverture du disjoncteur habituel. Un appel radio du poste d'aiguillage de Longueuil-Sainte-Marie vient perturber la quiétude de ce trajet. Bonjour conducteur du 72 233. Je t'avise que tu passeras en gare de Longueuil par la voie 3 pour dérouillage et tu ressortiras aussitôt. Bonjour Longueuil. Bien reçu, passage par la voie 3 en gare et ça continue dans la foulée. Merci pour l'information, bonne journée. Ce n'est jamais une bonne nouvelle, mais l'agent circulation vient de nous aviser que nous allons effectuer un dérouillage. En effet, pour assurer le bon fonctionnement du circuit de voie, chaque itinéraire doit être emprunté régulièrement. La voie 3 étant rarement utilisée, nous allons y passer afin d'enlever la rouille sur les rails qui ont tendance à s'oxyder rapidement. C'est de là que vient le terme de dérouillage. Nous passons d'ores et déjà en freinage électrique pour anticiper le ralentissement. Jaune clignotant sur le signal C1, il nous impose d'être en mesure de nous arrêter avant le signal d'arrêt annoncé fermé, implanté à distance réduite de l'avertissement.
À l'entrée de la gare de Chevrières, implantée au kilomètre 68,7, nous franchissons ce ralentissement 30 km/h. En plus de la règle habituelle du jaune clignotant, lorsque la distance entre un ralentissement et un rappel de ralentissement 30 est trop courte, il est fait usage d'un jaune clignotant pour aborder cette séquence de ralentissement à une vitesse réduite. Toujours en phase de freinage, passage sous l'autoroute A1. Avant de passer sous la ligne à grande vitesse nord, avertissement présenté conjointement au rappel de ralentissement 30. Comme prévu, nous entrons sur la voie 3. Si le tableau G avait été présenté sur le signal précédent, nous aurions été dirigés à gauche sur les voies de service. Vous pourrez observer l'oxydation effective des rails sur notre voie. Le simple fait de circuler avec notre lourd train de céréales permettra d'enlever cette couche de rouille et de ne pas compromettre le fonctionnement de la signalisation par circuit de voie. Kilomètre 71,3, gare de Longueuil-Sainte-Marie.
Alors que nous croisons cette rame Régio-Deuzen effectuant la relation Maubeuge-Paris-Nord, nous observons le signal en bout de quai à voie libre. Il est surmonté d'un indicateur de direction nous présentant un seul feu. Nous sommes bien dirigés vers Compiègne. Complété par un TIV 40, le franchissement de ces aiguilles pour retourner sur la voie 1 peut se faire à la vitesse de 40 km/h jusqu'au dégagement du dernier appareil de voie. Si 2 feux avaient été allumés à l'indicateur de direction précédent, nous aurions été dirigés à droite vers Verberie et au-delà vers Ormeaux-à-Villers. Je vous laisse profiter du son du moteur MTU qui se relance à pleine puissance. Montez le son et rendez-vous à la prochaine gare. Kilomètre 74,6, gare du Meulacroix-Saint-Ouen. Vous avez pu observer juste avant le raccordement des voies en provenance d'Ormeaux-et-Villers. C'est d'ici que nous serions arrivés depuis le Bourget, si la ligne n'avait pas été en travaux.
passage par la voie 3 à Longueuil, non prévu sur l'horaire, nous aura fait perdre une dizaine de minutes au total et quelques litres de carburant. Mais malheureusement, il n'existe pas de solutions alternatives à ce problème récurrent d'oxydation des voies sur les itinéraires peu utilisés que d'avoir recours à l'utilisation des trains réguliers. Et dans la grande majorité des cas, ce sont les trains de marchandises qui s'attellent à cette tâche. Kilomètre 78,2, gare de Jeaux. Comme vous pouvez l'entendre, nous réduisons la traction car nous sommes revenus à notre vitesse de 100 km/h. Il nous aura fallu 10 km avec un profil totalement plat pour remonter à notre vitesse de croisière. Cette pancarte, kilomètre 82,6, implantée sur le signal d'entrée de la gare de Compiègne, repère une transition de vitesse pour les trains de voyageurs, qui passent de 160 à 150 km/h. À gauche, la voie unique en provenance d'Amiens via Montdidier. C'est au kilomètre 83,6 en gare de Compiègne que s'achève notre trajet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouveau voyage en cabine.